Bonjour, donc je suis ravie d'avoir été invitée à ces 2 jours de travaux sur la tricontinentale. Et donc je suis là plus pour parler donc du Festival de Dakar de 66, mais plus particulièrement, là, l'angle de mon intervention, la présentation sera surtout centrée autour d'une exposition qui s'est terminée il y a 2 jours ou 3 jours, que j'ai organisé avec Dominique Malaquet et Cédric Vincent dans le cadre d'un collectif qui s'appelle Panafest Archive de chercheurs sur le festival, et une exposition intitulée Dakar 66, chronique d'un festival panafricain. Alors, je tiens juste à préciser, donc, je voulais juste vous parler un petit peu du projet Panafest Archive, qui n'est pas un projet que j'ai initié du tout. C'est surtout Cédric Vincent et Dominique Malaquet, qui sont des chercheurs au CNRS, à l'EHESS, qui depuis 3-4 ans, en fait, ont monté une équipe pour travailler sur les 4 grands festivals panafricains du XXe siècle. Donc le premier de 66, celui d'Alger, que ça c'est plutôt Dominique Malaquet qui travaille là-dessus, qu'on connaît moins, qui s'appelle Zaïre 74, qui a eu lieu au moment du batch Forman et comment il s'appelait l'autre et Mohamed Ali, tout simplement. L'autre type, là. C'est Forman qui était l'autre. Oui, c'est Forman qui était l'autre, en effet. De Mohamed Ali et l'autre Forman, excusez-moi. Et en fait, Et à l'occasion de ce match de boxe, il y a eu un grand festival culturel qu'on connaît moins bien, qui a été un peu... On ne sait pas grand-chose de science, et surtout de Dominique Malaquet, qui entame des recherches sur ce festival. Et enfin, le Festac, le deuxième festival mondial des arts nègres, qui a eu lieu à Lagos en 1977. Donc le travail de Panafest Archive, c'est vraiment de constituer une sorte d'archive sur tous ces festivals, à travers des entretiens, un peu comme ce que vous faites là sur le RD, enfin vraiment sur des gens qui ont participé, et pas que tous les types de personnes qui ont participé, que ce soit un ingénieur du son comme une personnalité qu'on connaît déjà, mais qui peut revenir sur leur activité et sur leur engagement dans ces différents événements. Et aussi, ce qui est tout à fait intéressant, l'idée, c'est qu'on connaît beaucoup de choses sur ces festivals, mais parfois, il nous manque des choses sur vraiment ce que le festival a créé au moment de sa création, enfin, au moment de l'événement. Et il collecte vraiment tout type d'archives, les programmes, les disques, les publications, les journaux, vraiment tout ce que le festival en tant que tel tout ce que ces festivals ont pu produire, et pour aussi apporter une nouvelle lecture et une nouvelle vision de ces festivals, soit confirmer des choses qui se disent sur ces festivals, ou les relire, ou vraiment les remettre en question, des poncifs aussi sur les rapports entre ces festivals, notamment le cliché le plus classique est d'opposer le festival de 66 et 69 de manière très radicale, et à la lecture aussi des sources, on voit qu'effectivement c'est pas les mêmes festivals, mais c'est vraiment il y a une réelle continuité. Voilà un petit peu le travail mené par Panafest Archive. Moi, je me suis un petit peu maintenant incrustée dans le programme pour une raison très précise, c'est que au musée du Quai Branly, on conserve beaucoup d'archives, notamment sur 66 et 69, pour une raison très précise, c'est que au cours de ces 2 festivals, il y a eu 2 grandes expositions d'art ancien, et auxquelles le musée de l'Homme, dont le musée du Quai Branly est héritier, et le Mao, dont le musée du Quai Branly est héritier, ont participé activement, et on a un peu toutes les archives, surtout des 2 expositions d'art ancien, et puis aussi de ce que Léris, quand il était à Dakar et à Alger, a collecté, Denis Palm, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a dans un peu les sources de préparation de l'exposition, puis des choses ramenées aussi par les uns et les autres. Et ça, c'est moi en tant qu'archiviste au musée du Quai Branly, qui travaille en collaboration avec des chercheurs. Et l'autre genèse aussi de cette exposition me concernant, c'est que j'ai donc réalisé en 2009 une exposition sur l'histoire de la maison d'édition Présence africaine. Et la dernière partie de l'exposition était consacrée au festival. Donc là aussi, c'était... moi, j'inscrivais le festival dans une histoire très particulière qui était celle
de la maison d'édition Présence africaine qui a initié, enfin, bon, on verra plus tard, initié un certain nombre de congrès qui ont aussi été, qui ont été les prémices de ce festival. Et enfin, pour terminer sur Panafest Archive, toutes ces archives, c'est de Dominique Malaquet également qui travaille avec, et ça je trouve ça aussi tout à fait intéressant, avec un site culturel, internet, je ne sais pas trop, je ne connais pas très bien l'historique de ce site, qui s'appelle Chimurenga, sud-africain, et qui a collecté un certain nombre d'archives sur le Festac et mis en ligne. Et l'idée, c'est de diffuser, vraiment le projet de Panafest, c'est de diffuser une partie de ce qui est collecté, des interviews, des documents numérisés sur le site de Chimurenga. Donc ça, c'est aussi intéressant que ce soit un site sud-africain qui restitue voilà, des archives sur l'histoire de ces 4 festivals. Et qui est aussi commissaire d'exposition pour des artistes. Oui, Dominique, voilà, et qui maintenant, qui dans le cadre, qui a organisé quelque chose de tout à fait intéressant là au moment en juin, qui travaille avec des artistes, des vidéastes africains du monde entier et des performeurs. Voilà. Alors, je reviens à l'exposition. Donc, l'idée, c'était vraiment de partir de ce travail de Panafest Archive et de relire un petit peu le festival de 66 à partir des sources que les uns et les autres avaient pu trouver ou collecter. Et c'était le projet de l'expo, c'était pas de faire une histoire détaillée du festival. On nous l'a beaucoup reproché, hein, donc j'anticipe sur le... Voilà. C'était pas... Pardon ? Je prends les devants. C'était pas de faire une hagiographie du festival, ni de faire une histoire complète du festival, parce qu'en plus, quand on pense festival, on pense à un truc grand, donc aussi même une expo grande, je pense qu'on projette dans sa tête sur une commémoration d'un événement tel qu'un grand festival. Et l'idée, c'était plutôt d'ouvrir des pistes, des nouvelles pistes de lecture de ces festivals à travers ce qu'on a appelé des chroniques. Donc, et qui sont des chroniques qui pourraient être isolées les unes des autres et qui sont une grille de lecture du festival. C'était vraiment proposé et puis que chacun puisse tirer une ficelle à partir d'une chronique, des chroniques qu'on pouvait proposer. Donc voilà un petit peu les enjeux de départ. Et c'était vraiment pas l'idée de donner aussi une lecture définitive, affirmative. Le festival 66, c'est ça. C'était vraiment... proposer voilà, un point de vue des uns et des autres et d'ouvrir. Donc pour revenir au festival en lui-même, donc ce festival est lié en avril 1966, il est organisé par l'État sénégalais, Léopold Sédar Senghor, et donc il y aura à la fois des grands spectacles, des concerts, des expositions, comme je vous ai parlé, du théâtre, un grand son et lumière sur l'île de Gorée. Enfin, pendant un mois, ça va être à la fois des grands événements dans des bâtiments très précis, que ce soit des théâtres ou un stade, mais aussi dans la rue. Enfin, ça va être... Vraiment, la ville sera très, très effervescente. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est au moment de la fête, que le festival a eu lieu au moment de la fête de Pâques et de l'Aïd el-Kébir. Donc, il y avait vraiment une espèce des tas de choses pour faire que la ville était tout à fait en fête, comme son nom, voilà. Donc, ce que je vais commencer, en fait, ce que je vais faire, c'est vous présenter un peu ces chroniques et ensuite, rapidement, et avec les pistes qu'elles nous ont, enfin les pistes de lecture de ces chroniques ou de relecture qu'on peut faire du festival. Alors, donc voilà, là c'était l'intro. Hop là, donc c'était l'entrée. Donc l'idée de la première chronique, c'était vraiment de penser... en fait, le principe, on a fait un peu comme dans un journal avec une sorte de titrail, une accroche, et c'était vraiment... voilà. Donc la première chronique, c'est consacré à l'Afrique nouvelle, hein, la prise en main de Senghor qui voulait montrer une sorte Dakar devait être à la fois comme on l'écrit ici, une vitrine de la modernité, mais aussi pour lui, ce festival était une défense et une illustration de la négritude. Et donc ça, c'est un peu le discours officiel hein, qui existe sur ce festival. Et l'idée, c'est dans cette chronique-là, pour les gens, c'était aussi de montrer que dès 66, déjà, plusieurs personnes
vont remettre en question ce principe de négritude, hein, qui va être, voilà, qui avait déjà été remis en question dès 62, hein, mais ça va être comme ça pour Senghor, le porte-parole de la négritude, voilà, une défense de son histoire politique et intellectuelle. Et voilà, donc ce qu'on présente ici également, c'est l'idée qu'on parle du festival uniquement comme un festival de la négritude, mais de montrer que très vite, entre le discours officiel de Senghor et la réalité du festival, les choses vont être quand même assez différentes. Et notamment, on a présenté les discours classiques qu'on voit sur le festival d'introduction avec Senghor et Malraux, et voilà, et tout ce qu'on connaît, la France, l'Afrique, les liens avec l'Afrique. Mais il nous paraissait intéressant également de confronter à cette image classique du festival et du discours officiel de Senghor à la phrase de Césaire, hein, qui sort un petit peu, qui est un discours magnifique qui va avoir lieu au moment du congrès, où justement d'ailleurs au cours du congrès il va mettre un peu un point final au débat sur la négritude. Je vous conseille vraiment de le lire, hein, ce texte de Césaire, et où il termine son intervention, et ça c'est ce qui est intéressant. C'est pourquoi aux hommes d'État, aux hommes d'État africains qui nous disent « Messieurs les artistes africains, travaillez à sauver l'art africain », nous répondons « Hommes d'Afrique, et vous d'abord politique africain, parce que c'est vous, vous êtes les plus responsables, faites-nous de la bonne politique africaine, faites-nous une bonne Afrique, faites-nous une Afrique où il y a aussi des raisons d'espérer, des moyens de s'accomplir, des raisons d'être fiers, refaites à l'Afrique une dignité, une santé, et l'art africain sera sauvé. » Donc c'est... je pense que c'est intéressant de confronter le discours officiel de Senghor sur voilà, l'aspect vraiment juste illustration de la négritude et l'aspect politique de la conclusion de ce texte de Césaire et des débats qui auront lieu d'ailleurs au cours du congrès. Donc là, à chaque fois, l'idée, c'est une chronique, c'est de confronter des points de vue sur quelque chose qui paraît un peu évident. Alors ensuite, là, on va plutôt dans le... Oui, voilà. Ensuite, une seconde chronique sera plutôt consacrée donc à la présence américaine au festival. Et là aussi, en fait, excusez-moi, l'exposition, ce que je vais préciser, tourne surtout autour de deux films, hein, qui sont un film américain de William Greaves et un film sur le premier festival et un film russe également. Et donc là, on fait une chronique qui peut être isolée comme ça sur la présence américaine à Dakar. Alors là, l'idée, c'est de raconter un petit peu l'histoire de la délégation qui était présente à Dakar, qui très vite va se révéler être une délégation. Alors, il y a disons, les anciens, hein, il y a Langston Hughes qui étaient présents, ou Duke Ellington, et la jeune génération, où très vite on va constater que la délégation africaine-américaine avait été un peu sélectionnée aux États-Unis par l'État américain, et que ce n'est pas les Africains-américains les plus militants qui vont se retrouver à Dakar. Et là, cette chronique sur les Africains-américains à Dakar est illustrée par donc, le film de William Greaves, et qui est un film vraiment extraordinaire, hein, avec de premier abord, on sait, qui a été commandé. C'était un film de commande initialement, qui est un film qui sort en 68, une commande de l'United States Affirmation Agency, qui était une sorte d'organisme fondé en 1953 par Eisenhower, pour un peu promouvoir les intérêts des États-Unis à l'étranger, dans le contexte de la guerre froide, en 1966. Et l'idée, c'est qu'ils avaient demandé à William Greaves de filmer la délégation africaine-américaine présente à Dakar. Et ça devait être un petit court-métrage de 10 minutes. Et Greaves en fait donc un film de 40 minutes qui sera diffusé dans les ambassades américaines en Afrique. Hein, c'était voilà, l'idée de promouvoir une Amérique, terre de liberté, etc. Et ce film est assez extraordinaire parce qu'au départ, c'est vraiment, c'est d'abord
il commence par un poème de Langston Hughes, et c'est Langston Hughes qui marche, donc un grand poète africain-américain, qui marche sur la plage de Dakar avec tout ce que peut... Au départ, on se dit c'est vraiment ce que fantasme un Africain-américain sur l'Afrique, c'est sur une venue à Dakar. Et puis petit à petit, ce qui est très émouvant, c'est que c'est un film très subjectif avec, où on voit un peu les interstices du festival, les lieux de discussion au moment de... Il y a eu ce grand congrès qui est très important. Et on voit les gens discuter à la sortie du congrès. Enfin, toutes les gens sont vivants. Et c'est et des personnalités très connues qu'on voit, notamment, par exemple, on voit Aimé Césaire et Léry se prendre presque par l'épaule, marcher comme ça. Enfin, il y a des tas de... C'est un très beau film. Et en plus, l'histoire de ce film est évidemment tout à fait intéressante parce que c'était censé être un outil de propagande. Le réalisateur va se réapproprier la réalisation et le discours. Mais bon, après, c'est quand même un film qui sera diffusé partout dans les ambassades. Et aussi pour parler de cette présence, de cette délégation africaine-américaine qui était vraiment bien cadrée, hein, notamment par la CIA, on a interviewé un témoin que vous voyez ici, Harold Weaver, qui lui était un jeune homme à un moment du festival et qui raconte qu'il il était plutôt content d'être... en fait, c'était la Société africaine de culture qui était l'antenne de la Société africaine de culture américaine, qui avait proposé à un certain nombre d'Africains-américains de venir au festival. Et en fait, donc lui va au festival, il raconte qu'il est tout à fait content, puis qu'il est très déçu quelques années après d'apprendre en fait que c'était une structure financée notamment par la CIA. Donc il raconte un peu son désenchantement vis-à-vis de cela. Et donc voilà, et après, donc c'est l'idée, voilà, c'était encore avec des témoignages récents d'apporter un nouvel angle sur la présence américaine à Dakar et sur ce film de Greaves qui est connu depuis longtemps. Je crois que Mantia Diawara, vous l'avez diffusé, ça fait longtemps que vous le diffusez. C'est un film un peu comme ça, et c'était intéressant aussi de le resituer, voilà, pour un visiteur qui soit connaît un peu le festival, comme ça l'associe à Sangor. Et puis pour d'autres qui connaissent le film comme ça, de le resituer un petit peu dans un contexte géopolitique. Alors après, on a présenté aussi dans l'exposition, là l'idée c'était à partir des journaux de l'époque, hein, des journaux non africains, de voir comment le festival avait été reçu, aussi de sortir de l'idée que ce festival avait été complètement ignoré du reste du monde, ou que c'était un événement juste africain. C'est de voir, là on présente un numéro du Life, un grand numéro du Life qui a été consacré au festival, un numéro de la revue Ebony qui était une grande revue africaine-américaine, et là je ne l'ai pas en photo, mais il y avait un numéro de Paris Match qui titrait, je crois, le Cannes africain, parce que ça avait lieu au même moment que le festival de Cannes, donc il y avait une espèce de... Voilà. Donc là aussi, c'était l'idée de présenter, voilà, des archives un peu collectées. Voilà. Ensuite, il y a cette vitrine, donc retour de festival, donc là qui rassemblait un petit peu vraiment tout ce qu'on pouvait trouver, pour évoquer aussi l'aspect touristique, hein, du festival, parce que ça a été pour le Sénégal aussi l'occasion de valoriser. Il y avait des papiers qu'on distribuait aux visiteurs du festival pour aller visiter plusieurs villes du Sénégal, des lieux comme ça. Ensuite, on a projeté un diaporama qui mélangeait à la fois, là, il s'agissait un peu d'aborder tous les types, qu'on puisse visualiser aussi autrement que par les films, tous les événements qui avaient eu lieu à Dakar. Et là, l'idée, c'était de mélanger à la fois les images officielles distribuées au moment du festival et les images qui étaient des photos couleurs d'une personne comme ça qui s'était promenée dans le festival. Alors là, c'est pas particulièrement une approche nouvelle, mais c'était juste, voilà, c'était montrer le corpus photographique que Panafest Archive a pu rassembler. Et ensuite, une autre chronique était consacrée donc à la présence soviétique à Dakar. Alors ça, c'était un petit peu des choses que les gens
connaissez moins, à travers deux choses, donc à la fois le film dont je vous parlerai après, mais aussi la présence d'un grand bateau qui s'appelait le Rossia, qui était une sorte d'hôtel flottant que les soviétiques avaient mis à la disposition du Sénégal pour accueillir les festivaliers. Et là aussi, ce qui est intéressant pour nous, c'était de montrer que voilà, on associe juste voilà, que pour beaucoup, Senghor, c'est juste ses liens avec la France, etc. On n'imagine pas qu'il a une stratégie politique plus complexe que juste ses liens avec la France. Et notamment, il commande les partenariats économiques avec l'Union soviétique date de 62. Il fait un séjour en Union soviétique en 63. Donc, c'est pas rien aussi. C'est un peu déconstruire juste l'image de Senghor-Malraux, quoi. C'est aussi de voir que il essaye, il a une stratégie un peu plus complexe que ce qu'on lui attribue. Et notamment, quand il va à Moscou en 63, c'est le moment où le festival est en cours d'organisation, il propose, donc comme on sait, Senghor est également un poète, il propose à deux poètes qui rencontrent là-bas de venir à un festival qu'il organise. Et en gros, on se rend compte au final que même s'il n'y a pas une délégation officielle soviétique, en fait, la Russie, l'URSS sera assez présente à travers la présence de ce grand bateau. Et c'est surtout ce qui est intéressant à la lecture aussi des archives, c'est qu'il y a non seulement il y a le Rossia qui va loger tout le monde, mais il y a deux bateaux touristiques avec 300 touristes russes qui vont venir au festival et qui vont participer aux événements. Donc ça, c'était aussi une trouvaille tout à fait intéressante. Et donc, il y aura à la fois ce bateau, il y aura au Théâtre Sorano 2 nuits soviétiques de lecture de poèmes, lus par un grand acteur sénégalais. Enfin, voilà, il y a plein de... La Russie est présente. Alors, la petite anecdote sur l'exposition... d'art ancien, c'est que les Russes, en gros, auraient envoyé des boîtes, non pas avec les objets, mais avec des photos des objets. Donc, il n'y a pas de... C'était un peu le... Bon, bref. Et après, on sait que ces objets qui étaient censés venir de Saint-Pétersbourg étaient finalement dans des pays frères, avaient été... Enfin, bon, après, il y a des généalogies assez amusantes à réaliser. Et l'autre, donc si cette présence soviétique est importante, explique aussi le film réalisé par McNash et Irina Wenzer. Et ce qui est intéressant, donc, quand on fait un peu l'histoire de ce film, ça a été un peu, donc, qui a été traduit à l'occasion de l'exposition par ma mère, donc je suis plutôt contente qu'elle a passé ses vacances de Noël à le traduire. Et c'est intéressant, moi j'ai donc interviewé plusieurs spécialistes de l'histoire du documentaire soviétique qui m'expliquaient notamment que le fait que ce soit un film en couleur, c'était absolument pas anodin à l'époque, que c'était pas non plus quelque chose de si courant. Donc cette femme aussi, c'est aussi un film qui, comme le film américain, a été diffusé dans les ambassades soviétiques, mais pas uniquement, car cette jeune femme que j'ai interviewée m'expliquait qu'elle travaille sur la diffusion du cinéma des films documentaires en Union soviétique, et parce qu'en fait dans les salles de cinéma, dans les villes soviétiques, il y avait à la fois une salle, il y avait deux types de salles, des salles pour la fiction et des salles pour le documentaire, et elle a vu dans plusieurs programmes ce film-là dans des salles un peu qui sont du fin fond de l'URSS. Donc c'est aussi intéressant de voir que ce film a été diffusé ailleurs que dans les ambassades. Et la dernière chose, ce qui est intéressant, ce qu'elle me disait également, c'est que le choix de McNash, c'est pas anodin, un des deux. En fait, Irina Wenzer, c'était la vieille école du documentaire, et McNash, c'était le documentariste du moment, un peu qui était en train de révolutionner le documentaire à l'époque soviétique. Et donc le fait, en gros, qu'on décide que ce soit lui qui réalise ce film, c'était pas rien non plus. Et ce qui est donc là, très concrètement, en gros, ils ont envoyé des cadreurs sur place, et McNash et Wenzer ne sont pas allés n'étaient pas au festival. Ils ont fait, c'était assez classique. Il y avait en gros des équipes qui partaient tourner, d'autres, et les réalisateurs qui montaient sur place. Et l'autre chose intéressante, c'est que McNash, toujours le réalisateur, avait également signé plusieurs films sur l'Afrique. Tout simplement, il avait filmé la visite d'Haïlé Sélassié en 1959
à Moscou, et il avait aussi réalisé un documentaire Bonjour la Guinée qui était sur la visite de Brejnev à Sékou Touré en 61. Donc tout ça est assez cohérent sur la présence soviétique à Dakar, l'historique de McNash et l'enjeu aussi stratégique, un peu comme celui de Greaves. Et donc voilà. C'était le point fort de l'exposition. Le film russe, voilà, mais aussi, aussi de le confronter aussi à la... Ouais, et ce qui est tout à fait intéressant aussi, bon, pour moi, ce qui est un des enjeux forts, la chose que j'avais envie au musée de faire, et parce que c'est vrai que souvent sur des expos d'histoire culturelle, pour la faire courte, on passe souvent des extraits pour illustrer un propos qu'on a envie vraiment d'illustrer au sens concret, avec des petits morceaux de films qui iraient dans notre sens, en fait. Et là, l'idée, c'était, je trouvais ça vraiment, enfin, ça a été une gageure de défendre auprès de ma direction, de présenter ces 2 films de A à Z, pour aussi que chacun y prenne ce qu'il a envie d'y prendre. Et voilà, les gens y restent, et qu'on ne propose pas une lecture figée de ces 2 films, mais à la fois on les confronte, et que chacun puisse se faire sa propre lecture en fonction de ce sur quoi il travaille, en fonction de ses enjeux. Et c'est pour ça que les 2 films ont été projetés de A à Z. Alors après, ça peut être un peu, on peut se dire, oh là là, c'est un peu long, etc. Mais chacun faisait un peu comme il veut. Soit il pouvait, c'était pour moi vraiment... oui, il faut que je me dépêche. Ok, on arrête. Et on termine, pour finir sur la tricontinentale, justement pour faire le lien. Donc on a fait également, il y avait quelque chose sur le congrès. Le congrès, vite fait, qu'on connaît juste par les actes de présence, mais on ne sait pas qu'il y a eu aussi des réunions qui se sont faites de travail très concrètes. Et enfin, on finissait l'exposition sur une dernière chronique sur l'année 66, pour évidemment, on évoquait à la fois la tricontinentale, que le festival s'inscrivait là-dedans, le début du 68 sénégalais, avec les premières manifestations au moment de la chute de Kwame Nkrumah à Dakar. Et aussi, il me semble que c'est un moment où les syndicats étudiants vont être un petit peu réprimés et surtout interdits, et la naissance du mouvement Black Panthers. Donc, en gros, le festival s'inscrit aussi dans une sorte de généalogie. Voilà.